J'ai cru que la fatigue, c'était normal. À 69 ans, après 40 ans debout, à repasser pour les clients de l'hôtel, la colonne vertébrale, elle crie. Mais cette fatigue-là, c'était différent. Elle ne venait pas des jambes, elle venait du dedans, comme une eau qui montait et qui m'éteignait petit à petit. J'étais Colette Dubois. J'avais élevé Sylvie seule, sans rien demander à personne. J'étais la lingère qui portait les draps lourds. Je savais ce qu'était la dureté. Mais la maladie, c'est une dureté que vous ne pouvez pas repasser, pas adoucir. Le diagnostic est arrivé brutalement, il y a 2 ans. Diabète de type 2. Le médecin, un jeune homme pressé, m'a dit « Madame, à votre âge, il faut juste accepter et gérer. » Gérer, j'ai géré. J'ai pris mes 2 pilules, metformine et glimépiride. Je les prenais à la seconde près, avec un verre d'eau. J'ai jeté le sucre, le sel, le beurre. J'ai mangé de la laitue et du poisson bouilli, jusqu'à ne plus savoir ce que mangeaient les gens normaux. Mais ça ne changeait rien. Mes chiffres hurlaient. 280 le matin. 310 après le déjeuner. Un jour, 325. Je sentais mes pieds engourdis, ma bouche sèche comme du papier. La fatigue m'enfonçait dans le canapé, et plus je restais assise, plus j'avais peur de ne jamais me relever. J'ai vu 4 médecins. Le dernier, le plus célèbre de Lyon, m'a renvoyé chez moi avec un haussement d'épaule. « C'est votre corps, madame. Il n'y a plus rien à faire. » Rien à faire. Ces mots, c'est le pire. Ça vous enlève votre dernière force, je pensais. À mon âge, on voit les choses autrement. Mais je n'avais jamais vu la mort comme une injustice, comme un mur. 5 ans que Jean était parti. 2 ans que Sylvie était revenue vivre dans la maison. Notre pavillon, que son père avait construit lui-même, brique par brique. Elle avait des problèmes de logement, de travail. Je l'ai accueillie. Elle est ma fille. Et elle est venue avec Hugo et Léa. Eux, ils sont ma vie. Ils sont mon moteur. C'est pour eux que je devais rester là. Si je devenais trop malade, si je perdais la vue, je savais ce qui m'attendait. La maison de retraite. Un endroit où l'on ne peut plus toucher ses petits-enfants quand on veut. Alors j'ai caché ma douleur. Quand Léa venait me demander « Mamie, tu peux lire ça ?» et que les mots se brouillaient devant mes yeux, je souriais. « Oui, mon ange, mais plus tard. J'ai un peu sommeil. » Je mentais pour rester. Sylvie était l'ange gardien. Elle était la gardienne de mes pilules. Elle avait un petit carnet à spirale où elle notait tout. Mon poids, mon repas, le chiffre du glucomètre. Elle gérait mes boîtes de médicaments dans l'armoire de la cuisine. Elle était obsédée par mon régime. « Maman, tu ne bois pas assez d'eau. Ton glucose est encore haut. Maman, tu n'as pas assez marché. Maman, tu dois avoir plus de discipline. » Elle avait le ton du reproche constant. Elle faisait tout pour moi. Elle cuisinait, elle dosait mes comprimés, elle m'achetait les légumes bio. Mais chaque fois qu'elle me soignait, les chiffres grimpaient encore. 310, 320. J'essayais d'écouter mon corps, mais il me trahissait. Il faut écouter son corps. On dit ça, mais le mien hurlait n'importe quoi. Après les repas de Sylvie, j'avais une soif de fou. 1 heure après un petit bol de soupe aux légumes, j'aurais bu le robinet entier. « C'est normal, maman, » disait Sylvie. « C'est le diabète qui fait ça. » J'étais épuisée, je me sentais faible. Et plus j'étais faible, plus Sylvie devenait autoritaire. Un soir, je me suis sentie tellement mal. Je pensais que j'allais tomber. J'ai mis ma tête entre mes mains. Mon glucomètre affichait 280, même avant le dîner. J'ai appelé Sylvie, la voix faible. « Sylvie, je crois que j'ai besoin d'une autre pilule. Je me sens mal. » Elle est arrivée, pas fâchée, mais avec une impatience froide. « Mais maman, tu viens juste de prendre ta dose il y a 2 heures.
Tu es certaine de ne pas avoir grignoté un petit quelque chose? C'est ça le problème. Tu oublies. Non, je n'ai rien touché. J'ai dit. Elle a soupiré. Écoute, je fais tout pour toi, maman. Si tu ne m'aides pas, je ne peux rien faire. Tu es difficile à gérer, tu sais. Son jugement m'a blessée plus que la maladie. J'étais un fardeau, une vieille machine cassée. Elle m'éteignait, pas la maladie. Le doute n'est pas venu d'un coup. Le doute, il arrive comme une mauvaise odeur qu'on n'arrive pas à identifier. Un après-midi, Sylvie était sortie chercher les enfants à l'école. J'avais besoin de mon comprimé de metformine. J'étais seule. J'ai marché doucement jusqu'à l'armoire de la cuisine, celle où elle gardait ma petite boîte et les autres médicaments de la maison. J'ai soulevé la boîte de metformine. Je suis une vieille femme, oui, mais je suis une ancienne lingère. J'ai le sens du détail. J'ai remarqué tout de suite que le couvercle de la boîte n'était pas bien vissé. Il était de travers. Juste un peu. Sylvie est maniaque. Elle range les torchons par couleur. Elle visse toujours tout parfaitement droit. Pourquoi celui-là était-il mal mis? J'ai secoué la tête. C'est la paranoïa de la vieillesse, je me suis dit. Je commençais à imaginer des choses. On n'a plus 20 ans, mais on n'est pas encore folle. J'ai pris ma pilule et je l'ai avalée. Mais la sensation était là. Une petite alerte, comme un courant d'air froid. 2 jours plus tard, la nuit, la soif m'a réveillée. C'était 3 heures du matin. Mes tempes pulsaient, ma gorge était en feu. J'ai traversé le couloir jusqu'à la cuisine. Je buvais mon verre d'eau, ma tête penchée sous le robinet. C'est là que j'ai entendu la voix de Sylvie. Elle était au téléphone, mais elle parlait doucement, comme si elle ne voulait pas que je l'entende. Je me suis immobilisée, retenant mon souffle. Je te dis que les médecins ont baissé les bras. Ils ne peuvent rien faire. C'est juste une question de temps, je le sais. Oui, j'ai déjà appelé le notaire. C'est pour ça que je suis pressée. Elle a fait une pause, un petit rire froid. Dès qu'elle sera partie, on vend le pavillon. Il vaut au moins 450 000 €. Tu te rends compte? On divise et on s'en va d'ici, loin. J'ai senti le verre d'eau glisser de ma main et se fracasser sur le carrelage. Je n'ai pas bougé. J'étais pétrifiée. La maison. Mon pavillon. La maison de Jean. Elle ne parlait pas de moi. Elle parlait de l'argent. Le tournis que j'ai ressenti alors, ce n'était pas le sucre. C'était le froid. Un froid terrible. J'ai senti mes jambes fléchir, mais je me suis accrochée au comptoir. J'ai regardé l'armoire où elle gardait mes médicaments. Ma vie. J'ai repensé au couvercle mal vissé, au goût fade de cette soupe aux légumes que je buvais tous les soirs, à la fatigue qui me clouait au sol juste après les repas qu'elle cuisinait. Je n'étais pas en train de mourir de maladie. J'étais en train d'être regardée, comme on regarde une horloge qu'on attend qu'elle s'arrête. J'ai senti une rage monter, une rage que je n'avais pas connue depuis 40 ans, depuis mes jours à repasser les uniformes pour rien. Cette rage a chassé la peur. J'ai ramassé un morceau de verre brisé, sans même sentir la coupure à ma main. Je l'ai regardé. Il n'y avait plus de doute. Le sabotage ne venait pas de mon corps. Il venait de la personne qui tenait mes clés et ma boîte de pilules. Elle voulait vendre ma maison pendant que j'étais encore vivante. Quelque chose était ajouté. Quelque chose était retiré. Mais quoi? C'est là que j'ai compris, avec une clarté terrible. Si je mourais, ce ne serait pas ma croix. Ce serait un crime. Et la meurtrière portait mon sang. Je devais comprendre avant de sombrer complètement. Je ne pouvais plus attendre les médecins. La seule personne qui pouvait me sauver, c'était moi. Mon combat ne faisait que commencer. Le matin après cette nuit-là, j'ai fait semblant. J'ai fait semblant d'être pire que d'habitude. J'ai mis ma main sur mon cœur. J'ai marché lentement jusqu'à la cuisine. Sylvie était là, concentrée sur le glucomètre. Elle notait le chiffre. 280.
C'est encore très haut, maman. Tu as du mal dormir. » Elle parlait doucement, mais il y avait ce ton. Le ton de celle qui a raison. Le ton de celle qui attend. Je l'ai regardée prendre les boîtes de médicaments dans l'armoire. Le couvercle de la metformine était de travers, comme je l'avais vu. Elle ne faisait même plus attention. Elle a sorti la dose, les 2 petits comprimés, et les a mis dans ma main. Je sentais le faux poids. C'était ça, la substitution. Sylvie ne retirait pas la pilule. Elle la coupait. Elle mettait des miettes de craie, ou je ne sais quoi, pour que je ne voie pas tout de suite. Je l'ai avalée. Je ne pouvais pas faire autrement, pas encore. Il fallait qu'elle croie que j'étais toujours dans le piège. J'ai mangé ce qu'elle m'a servi. Un bol de légumes cuits à l'eau. C'était fade, terne. Mais environ 1 heure après, la même chose. Une soif terrible. Une sensation de brûlure qui remontait de mon estomac. Je me suis levée pour aller boire. « Maman, tu as bu 3 verres d'eau ce matin. Ce n'est pas bon. Il faut te contrôler. » Je me suis assise. Contrôler. Elle disait ça, mais elle me donnait quelque chose qui me faisait hurler de soif. Ce n'était pas le diabète qui faisait ça. C'était elle qui faisait monter mon sucre après chaque repas. J'ai passé la journée à observer. Sylvie triait des documents, répondait au téléphone à voix basse. Elle parlait beaucoup de l'urgence et du notaire. Elle agissait comme si j'étais déjà dans un lit d'hôpital, ou pire. J'ai vu son carnet à spirale sur le comptoir. J'ai vu l'armoire. Tout était sous sa surveillance. Elle était partout. J'ai pris conscience d'une chose horrible. J'étais prisonnière dans ma propre maison. Je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à chercher un moyen. Il fallait que je sorte. Il fallait un allié. Mon instinct m'a dit « Il faut aller à l'essentiel ». L'essentiel, c'était la vérité. Et la seule personne que Sylvie n'aimait pas voir rôder, c'était Madame Dubois, la voisine. Madame Dubois, elle avait mon âge, mais elle était 100 fois plus vive. Elle jardinait, elle bavardait. Elle avait été aide-soignante. Elle connaissait les médicaments, les corps fatigués. Je devais la contacter sans que Sylvie ne le sache. Le lendemain, vers 10 heures, Sylvie est partie à la boulangerie pour acheter le pain des enfants. C'était ma seule fenêtre. J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai mis un petit mot plié dans ma poche. J'ai marché jusqu'au bout de notre allée. Madame Dubois était penchée sur ses rosiers. Elle a levé les yeux, surprise de me voir dehors, seule. « Colette, ça va? Vous n'êtes pas trop fatiguée? »« Non, non, un petit peu d'air. » J'ai dit. Je tremblais un peu. « J'ai juste besoin d'aide pour jeter ça. » J'ai dit, en lui tendant le petit papier en même temps que je lui montrais un vieux pot de confiture vide. Elle a compris tout de suite. Elle a pris le pot et, d'un geste rapide, a glissé le papier dans la poche de son tablier. « Merci, ma belle. À plus tard. » a-t-elle murmuré, l'air indifférent. Je suis rentrée. Mon cœur battait la chamade. J'avais mis en jeu mon dernier espoir. L'attente a été longue. Mais en fin d'après-midi, alors que Sylvie était dans la chambre d'Hugo pour l'aider avec ses devoirs, la sonnette a retenti. C'était Madame Dubois. Elle tenait un petit sac. « Bonjour, Colette. Je viens vous emprunter une gousse d'ail. J'ai oublié d'en acheter pour mon dîner. » A-t-elle dit assez fort pour que Sylvie entende. J'ai ouvert la porte et elle est entrée. Dans la cuisine, elle a posé le sac sur le comptoir. « Le papier, » m'a-t-elle dit à voix basse. « Vous écrivez que vous ne supportez plus la soif, que les chiffres de votre diabète sont fous, et que vous suspectez Sylvie de manipuler vos médicaments. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Madame Dubois, c'était une femme directe. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a sorti une petite boîte de mon ancien médicament, metformine, que j'avais gardé dans la boîte à couture et que j'avais réussi à lui donner. Elle l'a ouverte. Elle a regardé le comprimé dilué. Elle l'a gratté avec son ongle. « Oui, ça c'est pas bon. Il y a de l'amidon, c'est sûr. Elle coupe le dosage.
Ça réduit la production de glucose par le foie, mais si c'est coupé, ça ne marche pas. Ça explique que vous ne soyez pas morte d'hyperglycémie fulgurante, mais que vous soyez toujours très malade. Ça m'a frappée. Elle ne voulait pas me tuer vite. Elle voulait que je me dégrade lentement pour que ce soit crédible. Mais, a continué Madame Dubois, ça n'explique pas les pics à 300 après le repas. Même un dosage faible, ça devrait stabiliser un peu. Sylvie entrait dans la cuisine. « Maman, tu as trouvé l'ail ?»« Oui, ma chérie. Je cherchais. » J'ai dit. Madame Dubois a souri. « Je ne peux pas rester, ma petite. J'ai mes petits-enfants ce soir. » Mais au moment de partir, elle a vu le petit bol de bouillon que Sylvie préparait pour le dîner. Un bouillon de légumes, censé être la chose la plus saine du monde. « Colette, je peux goûter votre bouillon ? Juste pour voir comment Sylvie cuisine. » Sylvie s'est figée. « Mais c'est juste de la soupe, Madame Dubois. Il n'y a presque rien dedans. » « Je sais, mais Colette est une bonne cuisinière. Je suis curieuse. » a insisté la voisine, avec un air innocent. Madame Dubois a pris une cuillère. Elle a goûté lentement. Elle a froncé les sourcils. Elle a posé la cuillère. « Mais il y a du sucre là-dedans, » a dit Madame Dubois. Ce n'était pas une question, c'était un fait. Sylvie s'est mise à rire, un rire nerveux. « Mais non, c'est un cube de bouillon de légumes, sans sel, maman. C'est pour ta santé. »« Sans sel, peut-être, » a répondu Madame Dubois, ses yeux ne quittant pas Sylvie. « Mais c'est plein de sirop de glucose pour donner du goût. Ces bouillons sans sel, pour qu'ils ne soient pas insipides, on y met des sucres rapides, de l'amidon modifié. C'est le piège. » Je me suis sentie chavirée. J'avais mangé ça 2 fois par jour pendant des mois. « C'est pour ça que votre glucose monte si vite après les repas, Colette, » a expliqué Madame Dubois, ignorant Sylvie qui était devenue rouge. « Elle vous donne des comprimés sans force et elle vous empoisonne au sucre rapide pour accélérer la dépendance. Elle ne veut pas que vous mouriez. Elle veut que vous soyez incapable. Elle veut le papier du notaire. » Sylvie a crié « Sortez de chez nous, vieille fouine. Occupez-vous de vos affaires. » Madame Dubois, très calme, a simplement dit « Colette, je reviens demain matin, au même moment. Ne mangez rien de ce bouillon d'ici là. On va s'occuper de ce sucre. » Puis elle est partie. Sylvie s'est retournée vers moi, le visage déformé par la rage. « Ne l'écoutez pas! Elle est folle! C'est une vieille jalouse! Si vous faites ça, vous allez vous tuer! » Je suis restée silencieuse. J'ai ramassé mes forces. J'ai vu la vérité. Sylvie ne m'aimait pas. Elle aimait l'argent. À chacun sa croix. Mais moi, je ne voulais pas porter la sienne. La douleur de la trahison était pire que le diabète, ma fille. Ma propre chair. J'ai pleuré toute la nuit. Mais le matin, la rage avait séché mes larmes. Je ne voulais pas juste survivre. Je voulais me battre. Le lendemain, Madame Dubois est revenue. « On n'a pas de temps à perdre, Colette. Elle est pressée. Il faut que votre corps soit stable. Il faut que vous remontiez la pente sans qu'elle ne le sache. » J'ai sorti mes vrais comprimés de metformine et glimépiride, ceux que j'avais cachés sous mes draps. « Je dois reprendre ça, » j'ai dit. « Non, pas tout de suite. Elle va remarquer le changement de votre énergie. Et elle va fouiller. On va faire mieux. On va utiliser ce que les médecins ne regardent jamais. » Madame Dubois m'a montré un petit sachet d'épices. Ça, c'est la clé. Le clou de girofle là. Elle m'a donné les instructions. Elle parlait d'eugénol, de polyphénol. Des mots compliqués. Mais la technique, elle était simple. Chaque soir, avant de dormir, vous mettez 2 clous de girofle dans 200 millilitres d'eau. Le matin, avant le faux petit déjeuner de Sylvie, vous buvez cette eau, à jeun, 30 minutes avant. Vous allez voir.
L'eugénol va aider votre corps à se réguler. Il va réduire la montée de sucre après les repas. » J'étais sceptique. Une épice contre 2 ans de maladie. Les études montrent que ça aide la glycémie postprandiale de 15 à 25 mg par décilitre. En une semaine, vous avez besoin de ça pour arrêter la soif et les pics. Et vous avez besoin de force. Ça va vous donner de l'énergie. J'ai décidé d'essayer. L'espoir fait vivre. Après tout, j'ai continué à faire semblant de prendre la metformine coupée de Sylvie, mais je crachais les morceaux de craie quand elle avait le dos tourné. Je jetais le bouillon de légumes de Sylvie dans les toilettes. J'ai mis les 2 clous de girofle dans l'eau. La première nuit, je n'ai pas senti grand-chose. Juste un goût un peu piquant, réchauffant. Jour 1. J'étais toujours faible, mais la soif n'était pas aussi violente après le petit déjeuner. Jour 3. Je sentais une différence dans mon ventre. Mes ballonnements constants, ceux qui me faisaient m'assouffrir après chaque repas de Sylvie, avaient diminué. Madame Dubois avait dit que la réduction serait de 40% dans les premiers jours. C'était vrai. Mon ventre était plus léger. J'arrivais à faire quelques pas dans le jardin sans m'appuyer. Jour 4. J'ai testé ma glycémie à jeun après avoir bu l'eau de girofle. Je devais être à 280. J'ai lu 265. 15 mg de moins. Mon corps se battait, même avec les placebos de Sylvie. Le soir du jour 4, Sylvie est rentrée, l'air tendu. Elle brandissait un document. « Maman, j'ai eu une nouvelle offre pour le pavillon. » Le notaire me presse. « Il faut signer dans 2 semaines, maximum. » C'est une affaire en or. On part d'ici, loin. Elle ne parlait pas de nous, elle parlait de on. Elle et son complice au téléphone. La panique de Sylvie m'a donné de la force. C'est beaucoup de pression, ma chérie. Je ne suis pas sûre de pouvoir... J'ai fait ma voix la plus faible. Mais maman, tu es fatiguée. Le notaire peut faire une procuration. Il suffit d'un certificat de dépendance. Mon Dieu, elle voulait que je signe mon incapacité pour qu'elle puisse vendre ma maison. 2 semaines. Le compte à rebours était lancé. J'ai dû agir. Jour 5. J'ai continué le protocole du girofle. L'énergie perçue augmentait. Je sentais mes mains plus fermes. L'engourdissement de mes pieds, ce signe terrible de neuropathie qui me faisait peur, commençait à s'estomper légèrement. Je pouvais à nouveau tricoter quelques mailles, chose que j'avais arrêtée. Sylvie, elle, était de plus en plus nerveuse. Elle a commencé à intensifier les choses. « Maman, j'ai vu le docteur Monnier. Il dit que le diabète attaque votre mémoire. Il a préparé un tonique pour vous donner un coup de pouce. » Elle m'a montré une grande bouteille de sirop pour la toux. Un sirop épais, marron. J'ai reconnu l'étiquette. Il y avait du sirop de glucose en première ligne dans la composition. Elle ne me donnait plus seulement des sucres cachés. Elle m'injectait du sucre pur sous prétexte de me soigner. « Il faut le prendre 3 fois par jour, maman, » a-t-elle dit, avec une fausse douceur. J'ai souri faiblement. « Bien sûr, ma chérie, je vais le prendre. » J'ai attendu qu'elle sorte pour ses courses. J'ai pris le flacon. J'ai jeté tout le sirop épais dans l'évier. C'était collant. Remplacé un poison par de l'eau. J'ai mis de l'eau claire dans le flacon vide. Je devais faire semblant de le prendre devant elle. Pendant que Sylvie était sortie, j'ai pris mon téléphone. J'ai filmé la boîte de metformine, zoomant sur les morceaux blancs qui n'étaient pas du médicament. J'ai pris des photos du flacon de bouillon, avec l'étiquette cachée qui mentionnait les amidons modifiés. Garder la tête froide, c'était le plus difficile, mais c'était nécessaire. J'ai appelé Madame Dubois. J'ai filmé. J'ai chuchoté. J'ai besoin de faire analyser un échantillon du bouillon et de mes fausses pilules. Et il faut contacter un médecin qui n'est pas le docteur Monnier. Madame Dubois a eu un contact. Le docteur Fournier, un endocrinologue renommé, ami de sa fille.
Il était prêt à me recevoir discrètement dans son cabinet privé le surlendemain, après les heures d'ouverture. Jour 6. Ma force était revenue à environ 25%, comme l'avait prédit Madame Dubois. Je pouvais marcher sans traîner la jambe. Ma vision était un peu moins floue. Je me sentais plus lucide que depuis des mois. Le soir, je me suis assise sur le canapé, tricotant tranquillement. Sylvie était très agitée. « Maman, vous devez vous reposer. Vous ne devez pas faire d'efforts. »« Non, ma chérie, c'est pour les petits. Je tricote un peu. » Sylvie a fait les 100 pas. Elle a de nouveau appelé son contact. « Je vous dis qu'elle ne s'éteint pas. C'est pas normal. Je dois obtenir le certificat de dépendance pour la fin de la semaine prochaine. » Je devais accélérer les choses. Attendre une semaine. C'était risqué que Sylvie m'emmène de force signer la procuration chez le notaire avant que je ne sois prête. J'ai pris ma décision. Je ne devais pas aller chez le notaire pour signer ma mort. Je devais y aller pour l'accuser. Jour 7. Le jour de la vérité. J'ai bu mon eau de clou de girofle. J'ai pris mes vrais médicaments. J'ai mangé un petit déjeuner composé de choses que j'avais cachées. Une vraie tranche de pain, et non le substitut de Sylvie. Mon glucomètre, que je vérifiais en secret, affichait 180. Pour moi, c'était une victoire incroyable. C'était le signe que j'étais sur la bonne voie. Quand Sylvie est arrivée à la cuisine, j'ai remis mon masque de vieille femme brisée. J'ai fait semblant d'avoir du mal à respirer. « Maman, ça va ?»« Non, ma chérie. Je crois que c'est la fin. Je suis tellement fatiguée. Je pense que je ne pourrai plus jamais me lever. Il faut que tu t'occupes de tout, maintenant. » J'ai vu l'excitation dans ses yeux. Elle a cru que j'acceptais ma défaite. « Oui, maman, je vais m'occuper de tout. Je vais appeler maître le maire. Je vais dire que vous êtes trop faible pour venir. »« Non, je veux y aller. » J'ai insisté, d'une voix faible. « Je veux signer mon incapacité moi-même, une dernière fois, pour que ce soit clair. » Sylvie a hésité. C'était risqué, mais c'était rapide. Si j'étais là, elle pouvait être sûre que le notaire ne poserait pas de questions. « D'accord, maman. On y va demain, à 11h. Je me suis couchée tôt, prétextant une faiblesse extrême. Mais je n'ai pas dormi. J'ai contacté Madame Dubois. Je lui ai donné les consignes. Le docteur Fournier avait confirmé la fraude dans mes médicaments. Il était prêt à témoigner. Mon plan était simple. Me rendre au bureau du notaire, faire semblant de m'effondrer. Et quand Sylvie croirait avoir gagné, je révélerais tout. J'avais mis les photos des preuves et l'analyse du bouillon dans la poche intérieure de ma vieille robe de chambre. Le lendemain matin, avant l'heure fatidique, je me suis préparée. Je me suis habillée dans ma meilleure robe, celle que je mettais pour aller à la messe. Sylvie m'a vue et s'est moquée. « Pourquoi vous vous habillez, maman? Vous allez juste faire la procuration. Oh, on ne sait jamais. »« Je veux partir digne, » j'ai dit, ma voix tremblante. Je suis allée à la cuisine pour jeter un dernier coup d'œil à l'armoire. J'ai regardé le glucomètre posé sur le comptoir. Je savais que mon chiffre était bon. Mais je ne devais pas montrer ma force. Sylvie est entrée, les clés à la main, impatiente. Elle a vu le glucomètre, juste là. Elle s'est figée. J'avais délibérément allumé l'appareil avant de la laisser seule. Le chiffre affiché en grand était bien 180. Son visage s'est décomposé. C'était impossible. Après tous ces efforts, après le faux sirop, la metformine coupée, j'étais stable. Elle a regardé le chiffre, puis elle m'a regardé. « C'est une erreur », a-t-elle murmuré, incrédule. J'ai pris le glucomètre, l'ai éteint, et j'ai soupiré. « Je ne me sens pas très bien, ma chérie. Je crois que je ne pourrai plus bouger demain. » J'avais menti sur l'appareil, pour lui donner un faux espoir. Je l'ai éteint pour qu'elle ne vérifie pas. Elle n'a rien dit. Elle a juste pris mon bras avec une force anormale. Elle était paniquée. Elle avait besoin de régler ça maintenant,
Elle pensait m'emmener signer ma mort. Elle ne savait pas que le convoi de la police était déjà en route. Je montais dans la voiture de Sylvie. J'allais au bureau du notaire, mais je n'étais plus une victime. Je n'étais plus la vieille lingère fatiguée. J'étais Colette Dubois, et je venais chercher ma justice. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Samedi, 11 heures précises. Nous étions dans le bureau de Maître Lemaire, notaire au cœur du 6e arrondissement de Lyon. La salle sentait le vieux cuir et le pouvoir. Maître Lemaire, un homme d'une 50aine d'années, était assis derrière son grand bureau en acajou, les documents de procuration à portée de main. Sylvie se tenait à côté de moi, vêtue d'un tailleur gris, le visage tendu d'une impatience mal dissimulée. J'étais assise, pâle et tremblante, comme je l'avais simulé. Elle tenait mon bras, non pour me soutenir, mais pour s'assurer que je ne m'échappe pas. Maître Lemaire commençait à expliquer la procédure pour la signature du mandat d'incapacité lorsque la porte s'ouvrit. Sylvie se figea, sa mâchoire se relâcha. Entrèrent Madame Dubois, qui portait une pochette sous le bras, le docteur Fournier, l'endocrinologue qu'elle avait contacté, et 2 hommes en costume sombre que personne dans cette pièce ne connaissait. Ce n'étaient pas des avocats, c'était la police judiciaire. « Qu'est-ce que cela signifie ?» interrogea Sylvie, sa voix devenant aiguë. Elle me regarda, puis se tourna vers Maître Lemaire. « Maître, ces personnes ne sont pas invitées. » Je me levai. Je jetai la canne que j'avais feint d'utiliser. Le bois claqua bruyamment sur le parquet. Je me redressai, abandonnant mon masque de vieille femme brisée. Ma posture était celle de la lingère qui portait des ballots de drap. Ma fatigue était toujours là, bien sûr, mais elle était masquée par l'adrénaline et la colère. Je sentais mes pieds s'ancrer au sol. J'étais Colette Dubois, et j'avais 69 ans. Sylvie recula d'un pas, me regardant comme si j'étais un fantôme. Le notaire s'était redressé, les yeux écarquillés. Je m'avançai vers la table. Je fixai Sylvie. Mon regard était vide de toute chaleur, froid comme un hiver lyonnais. « Cela signifie, Sylvie, que vous n'allez pas vendre la maison aujourd'hui, » dis-je, ma voix claire et ferme. « Et vous ne signerez aucun mandat d'incapacité. » Je posai mon petit téléphone sur la table, près du buvard du notaire. Il était noir, petit, un témoin silencieux de ma déchéance. J'appuyai sur l'icône de la vidéo. La voix métallique de Sylvie résonna dans le bureau. « Dès qu'elle sera partie, on vend le pavillon. Il vaut au moins 450 000 €. Tu te rends compte? On divise et on s'en va d'ici, loin. » Le silence qui suivit était absolu. Le notaire inspira fortement. Sylvie s'agrippa au dossier de sa chaise, ses jointures blanchissant. « C'est une fausse vidéo !» balbutia-t-elle, son visage couvert de sueur. « C'est une folie !» Maman délire. Je ne la laissai pas respirer. J'ouvris l'enveloppe que j'avais glissée dans ma robe. J'en tirai des photos que j'étalai sur la table. « Maître Lemaire, » repris-je, « voici l'étiquette du bouillon de légumes qu'elle me donnait chaque jour, censé être sans sel. Regardez la liste des ingrédients. Amidon modifié, sirop de glucose, du sucre rapide pur pour faire monter ma glycémie en flèche, juste après mes repas, ce qui me donnait cette soif atroce. » Je fis glisser la 2e photo. « Et ici, maître, le contenu de ma boîte de metformine. Regardez les morceaux blancs. De la craie, de l'amidon, ce que vous voulez. Mais certainement pas la dose de médicaments prescrite. Le dosage de mes comprimés de glimépiride était réduit de moitié, annulant tout effet. Les 2 hommes en costume s'avancèrent, un cahier à la main. Le docteur Fournier, prenant la parole, confirma, son ton clinique contrastant avec l'horreur de la situation.
J'ai analysé ces échantillons, maître le maire. Le bouillon contient une concentration de sirop de glucose extrêmement élevée, une substance toxique pour un patient diabétique en dégradation. L'association de médicaments inactifs et de ce régime saboté a maintenu délibérément la glycémie de Madame Dubois à des niveaux critiques. Sa glycémie à jeun stagnait à 280. Après un repas, elle atteignait 320. Tout cela pour provoquer un état de dépendance totale, comme le prouve le fait que le tonique qu'elle lui donnait en fin de semaine était du sirop de glucose pur. Sylvie cria, une voix cassée d'hystérie. « Non, maman, je suis ta fille. Pense aux difficultés que j'ai eues. J'étais au chômage. Tu vas me faire ça pour un vieux pavillon ?» Elle s'approcha de moi, les yeux pleins de larmes de crocodile. « Je suis ton sang, maman. Tu ne peux pas me jeter au loup pour 450 000 €. » Je restais immobile. La voir pleurer ne me faisait plus rien. C'était la même performance que je voyais tous les jours dans ma cuisine. J'ai porté un enfant dans mon ventre et j'ai repassé des uniformes lourds pendant 40 ans pour garantir un toit à cette famille, brique par brique, dis-je, ma voix gelée. Vous avez tenté de m'enterrer lentement, par empoisonnement au sucre, pour me voler les 450 000 € de la vente. Vous avez cessé d'être ma fille le jour où vous avez mis du sirop de glucose dans ma soupe. Je fis un pas de recul, m'éloignant de sa portée. Vous n'êtes qu'une étrangère qui porte son visage. Je me tournai vers le policier. Faites votre travail. L'inspecteur de la PJ, un homme aux cheveux gris, sortit des menottes. Sylvie Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, qualifié et escroquerie aggravée sur personne vulnérable. Sylvie résista, hurlant « Non, c'est ma maison, c'est mon héritage !» Ses protestations se transformèrent en pleurs étouffés. Elle fut escortée hors du bureau, ses talons claquant faiblement sur le marbre du couloir, puis le silence revint. Maître le maire annula sur-le-champ les documents de procuration, les barrant d'un trait épais de plume. Quelques mois plus tard, le procès fut bref et dévastateur pour Sylvie. Les preuves, y compris l'analyse du bouillon et les enregistrements, étaient accablantes. Elle fut condamnée à 12 ans de réclusion ferme pour tentative d'homicide, qualifié et fraude. Elle perdit tous ses droits successoraux et fut contrainte de me verser une indemnisation de 150 000 € pour le préjudice moral et les traitements subis. Le docteur Monnier, qui avait collaboré en écrivant de fausses ordonnances, perdit sa licence médicale. La communauté de notre quartier, choquée par le scandale, coupa tout lien avec elle. Elle est aujourd'hui détenue au centre pénitentiaire de Corbasse, où elle ne reçoit aucune visite de notre ancienne famille. Elle a perdu le pavillon de 450 000 €. Elle a perdu son avenir et elle a perdu sa dignité. Elle voulait me détruire pour l'argent. L'argent l'a détruite. 2 ans se sont écoulés. J'ai 71 ans maintenant. Je me lève tous les jours à 6 heures du matin. Je suis la seule à faire le café et le pain frais. Je n'ai plus de fatigue chronique. Mes pieds ne sont plus engourdis. J'ai perdu 12 kilos et mes mains ont cessé de trembler, retrouvant la force de la lingère. Ma vision est redevenue nette. Ma glycémie à jeun, qui était de 280, oscille désormais entre 120 et 130, parfois même 110. Je prends mes vrais médicaments, bien sûr, mais surtout, je n'oublie jamais mon protocole secret. L'eau de clous de girofle, chaque matin. C'est la saveur de la résurrection. J'ai utilisé l'indemnisation de Sylvie et mon énergie retrouvée pour transformer mon pavillon. J'ai fondé l'Association de la Lingère, en hommage à ma première vie et à toutes les femmes invisibles. Ce n'est pas une grande organisation, juste un centre d'aide de voisinage. Toutes les après-midi, nous accueillons des seniors du quartier qui, comme moi, se sentent isolés ou abusés. J'ai aidé une dizaine de personnes à identifier les sucres cachés
et les signes de manipulation familiale. Je leur partage ce que Madame Dubois m'a appris. Regardez. J'explique à Madame Roux, dont le diabète s'est aggravé depuis que son gendre s'occupe de ses courses. Le clou de girofle, c'est magique. Vous mettez 2 clous dans l'eau toute la nuit. Vous buvez le matin. Ça stabilise votre sucre. Les études montrent que ça baisse de 15 à 25 mg par décilitre. Rien qu'avec ça, en 1 semaine, vous allez retrouver votre force. J'aide les autres à se sauver, à se battre. J'ai découvert une force en moi que le repassage et la maternité n'avaient jamais révélée. L'instinct de survie. Madame Dubois, ma fidèle amie, est devenue la cofondatrice de l'association. Elle s'occupe de la logistique, et nous rions souvent de ce que nous avons accompli à nous deux. Hugo et Léa vivent avec moi maintenant. Nous avons entamé les procédures d'adoption formelle. Ils m'appellent Maman Colette. Ils sont ma nouvelle chance. Je suis assise sur le porche, tricotant une couverture pour Léa, sous le soleil de l'après-midi. J'ai surmonté l'épreuve. J'ai fait le deuil de Sylvie. J'ai accepté que le sang ne fait pas la famille et que l'amour ne se monnaie pas. Je dors en paix. Je repense à Sylvie, à son regard haineux dans le bureau du notaire. Elle a planifié ma destruction pendant 2 ans. J'ai planifié ma résurrection en 6 semaines, avec l'aide d'une voisine et d'une épice. Elle voulait m'enterrer vive pour 450 000 €. J'ai transformé son plan en justice. La lingère n'est plus fatiguée. Elle est en paix. La vengeance la plus douce n'est pas celle que l'on cherche. C'est celle que l'on atteint par la santé retrouvée. Une victoire qui sent bon le clou de girofle. Et la liberté. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.